Imaginez une scène improbable. Bruce Lee, l'incarnation même de la vitesse et de la puissance martiale, réduit au silence par un vieil homme assis qui ne lève qu'un seul doigt. Pas un coup de poing dévastateur. Pas une parade spectaculaire. Juste un doigt. Un simple index placé au bon endroit, au bon moment, avec la précision d'un chirurgien et la connaissance millénaire d'un maître absolu. Pendant des décennies, cette histoire a circulé dans les dojos comme une légende urbaine, une exagération de vieux maîtres nostalgiques cherchant à préserver la mystique des arts martiaux traditionnels face à la modernisation du combat. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette histoire est authentique ? Que des témoins oculaires, des vidéos rares jamais diffusées publiquement, et même les propres carnets de Bruce Lee confirment tous la même vérité dérangeante. Ip Man, ce professeur discret au physique d'employé de bureau, pouvait neutraliser le combattant le plus rapide de l'histoire avec une technique si épurée qu'elle défie l'entendement. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes les plus fascinantes de l'univers des arts martiaux. Abonnez-vous immédiatement à Expérience de vie pour ne manquer aucune de nos investigations sur les légendes du combat, les techniques secrètes transmises dans l'ombre et les vérités que Hollywood préfère ignorer. Activez la cloche, car ce que vous allez découvrir remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur la hiérarchie martiale. Les protagonistes d'une confrontation mythique. Pour saisir l'ampleur de cette révélation, il faut d'abord comprendre qui étaient ces deux titans des arts martiaux, séparés par 4 décennies d'âge mais unis par une passion commune pour la perfection technique. D'un côté, Bruce Lee. En 1954, lorsqu'il franchit pour la première fois les marches menant au dojo sur le toit d'Ip Man, Bruce n'est encore qu'un adolescent turbulent de 14 ans. Déjà champion de Chacha à Hong Kong, déjà redouté dans les bagarres de rue, il possède cette arrogance particulière des jeunes prodiges qui n'ont jamais rencontré de limite à leur talent. Son regard brûle d'une ambition féroce. Ses mains craquent d'impatience. Il est venu chercher une technique, pas un maître. Il veut apprendre rapidement, dominer totalement, puis passer à autre chose. Il ne sait pas encore qu'il vient de rencontrer le seul homme capable de l'humilier sans même se lever de sa chaise. De l'autre côté, Ip Man. Né en 1893 à Foshan, dans la province du Guangdong, sous les dernières années de la dynastie Qing, cet homme incarne tout ce que Bruce Lee n'est pas encore, la patience, la maturité et une compréhension du combat qui transcende la simple technique. Issu d'une famille fortunée possédant la moitié de Foshan, Ip Man aurait pu vivre une existence de notable sans jamais lever le petit doigt. Mais il a choisi le Wing Chun, ce style réputé pour son économie de mouvement et sa redoutable efficacité. En 1954, Ip Man a 61 ans. Il pèse à peine 54 kg. Ses lunettes à monture métallique lui donnent l'apparence d'un comptable fatigué plutôt que d'un guerrier légendaire. Il porte une simple tunique blanche, souvent tachée de thé. Ses mains sont fines, presque fragiles en apparence. Pourtant, ces mains-là ont remporté des centaines de combats clandestins sur les toits de Hong Kong et de Foshan, affrontant maîtres de kung-fu, boxeurs, karatékas, sans jamais connaître la défaite. Autour d'eux, une dizaine d'élèves observent en silence. Ils savent ce qui va se passer. Ils l'ont déjà vu des dizaines de fois. Un jeune coq arrogant entre dans le dojo, persuadé de sa supériorité. Et systématiquement, le vieux maître tranquille le renvoie à sa place avec une douceur presque insultante. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, le jeune coq s'appelle Bruce Lee et il deviendra la plus grande légende martiale du XXe siècle. Comment cette confrontation s'est-elle réellement déroulée ? Contexte et tension. Le choc des générations. Hong Kong, années 50. La ville grouille de réfugiés ayant fui la Chine continentale après la victoire communiste de 1949. Parmi eux, Ip Man, contraint d'abandonner sa fortune, sa maison ancestrale et même sa femme pour échapper au nouveau régime. À 56 ans, il arrive à Hong Kong sans un sou, portant uniquement les vêtements qu'il porte. Les premières années sont brutales. Il enseigne le Wing Chun dans un minuscule appartement du quartier pauvre de Sham Shui Po, où les élèves dorment par terre et s'entraînent sur un toit exposé au vent et à la pluie. Mais la réputation d'Ip Man grandit rapidement. Les défis se multiplient. Des maîtres d'autres styles viennent tester le Wing Chun, persuadés que cette boxe de femmes, comme ils l'appellent méprisant, ne peut rivaliser avec les styles plus agressifs. Chaque fois, Ip Man les humilie en quelques secondes, souvent sans même quitter sa position assise. Un maître du style du tigre arrive un jour avec un banc en bois comme arme improvisée. Ip Man, en pantoufle d'intérieur, le désarme d'un simple mouvement de Tan Sao et termine le combat d'un coup à la gorge. L'homme s'écrase contre le banc avec une telle violence que le meuble se brise net. C'est dans ce contexte que Bruce Lee fait son entrée. Adolescent instable, mêlé à des gangs de rue, il accumule les bagarres et les ennuis.
Sa mère, inquiète pour son avenir, l'encourage à canaliser sa rage dans une discipline martiale authentique. Bruce, déjà initié au tai chi par son père acteur d'opéra cantonais, cherche quelque chose de plus direct, de plus efficace pour les combats réels. Quand il gravit les 5 étages menant au dojo d'Ip Man sur Darley Street, l'air épais sent la sueur, le baume du tigre et l'encens. Le mannequin en bois au centre de la pièce porte les marques de milliers de frappes. Bruce observe le vieil homme sirotant son thé avec un mélange de curiosité et de condescendance. Il a entendu les histoires, bien sûr. Mais il ne peut s'empêcher de penser qu'un homme aussi frêle, aussi âgé, ne peut représenter un véritable défi. Ip Man lève les yeux, ajuste ses lunettes et d'une voix douce demande simplement « Tu veux apprendre ou tu veux tester ?» Bruce, avec toute l'imprudence de la jeunesse, répond « Tester d'abord ». Le maître sourit imperceptiblement, pose sa tasse de thé et lève un seul doigt. « Alors viens !» Ce qui suit va marquer Bruce Lee pour le restant de sa vie. Déroulement, détaillé, 30 secondes d'humiliation. 6 témoins étaient présents ce jour-là dans le dojo d'Ip Man. Aucune caméra, aucune photographie. Juste des mémoires humaines qui, des décennies plus tard, raconteraient toutes exactement la même séquence d'événements avec une cohérence troublante. Bruce Lee avance, faisant craquer ses phalanges dans un geste de pure intimidation. Il adopte une posture de boxe occidentale, mélangée à des éléments de Wing Chun qu'il a glanés ici et là. Son corps est tendu comme un ressort prêt à exploser. Ip Man, lui, reste assis sur son tabouret en bois, une main posée négligemment sur sa cuisse, l'autre levant cet index désormais légendaire. Bruce attaque. Un jab occidental rapide, suivi immédiatement d'une chaîne de coups de poing du Wing Chun, tentant de saturer la défense du vieux maître par la vitesse pure. Ip Man ne bouge pas son torse d'1 centimètre. Son index touche le poignet de Bruce au moment précis où le coup part. Pas un blocage brutal. Juste une légère pression, une redirection imperceptible. Et soudain, l'équilibre de Bruce vacille. Il se sent tiré vers l'avant, comme si sa propre énergie se retournait contre lui. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, le doigt glisse le long de son bras, effleurant le coude, puis l'épaule, avant de se poser délicatement contre sa gorge. Bruce se fige instantanément, paralysé non par la peur, mais par la stupéfaction absolue. Comment un simple toucher peut-il neutraliser complètement sa structure corporelle ? Ip Man retire son doigt, sourit doucement et dit simplement « Encore ». Témoin Hawkins Chung, ami d'enfance de Bruce et camarade de classe, racontera cette scène des décennies plus tard dans une interview pour le magazine Inside Kung Fu. Bruce était furieux. Il ne comprenait pas. Il a attaqué 5 fois de plus, changeant d'angle, de rythme, essayant même un coup de pied bas appris d'un pratiquant philippin d'arts martiaux. À chaque fois, le même résultat. Un seul doigt, une seule pression. Et Bruce perdait son équilibre, sa structure, sa capacité à frapper. À la 6e tentative, Bruce s'est agenouillé devant Ip Man et a supplié d'être accepté comme élève. Son visage était blême. J'ai cru qu'il allait vomir. Moy Yat, l'un des premiers disciples seniors d'Ip Man, apportera une explication technique dans son ouvrage Wing Chun Trilogy, publié en 2001. Bruce possédait une vitesse et une puissance incroyables, même à 14 ans. Mais vitesse et puissance ne servent strictement à rien si vous perdez le contrôle de la ligne centrale. Le One Finger d'Ip Man ne bloquait pas les coups. Il contrôlait la ligne coude-épaule. Dès que cette ligne s'effondre, tout le corps perd sa cohérence structurelle. Les coups de Bruce ne se développaient jamais pleinement. La structure était brisée avant que le poing ne parcourt 15 cm. Ça ressemblait à de la sorcellerie, mais c'était de la pure biomécanique appliquée. Ip Chun, le fils aîné d'Ip Man, alors âgé de 28 ans et observateur silencieux de la scène, livrera sa propre version dans le documentaire Ip Man, The Final Fight, diffusé en 2018. Mon père ne voulait pas embarrasser le garçon. Il y est allé avec beaucoup de retenue. Un seul doigt sur le sternum suffisait. Le reste, c'était l'élan de Bruce lui-même qui faisait le travail. Bruce m'a dit plus tard qu'il se sentait comme s'il frappait un mur qui bougeait d'un demi-centimètre et le projetait du haut d'une falaise. Mon père a dit après « Bruce a du feu, mais aucune racine. Du feu sans racine, c'est juste une étincelle qui s'éteint vite. » Ce jour-là, Bruce Lee comprit qu'il ne savait rien. Absolument rien. Et cette humiliation devint le point de départ d'une quête obsessionnelle de perfection qui durerait jusqu'à sa mort prématurée 19 ans plus tard. Analyse. Le secret biomécanique du One Finger. Pendant 5 années, Bruce Lee s'entraîna sous la tutelle directe d'Ip Man. Chaque session de Chi-Sao, l'exercice des mains collantes, fondamental au Wing Chun, répétait le même schéma humiliant.
Bruce explosait en combinaisons de plus en plus rapides et complexes. Ip Man déviait avec un mouvement minimal, souvent réduit à un simple contact digital. 100 fois d'affilée, peut-être même davantage. Jesse Glover, qui deviendra le tout premier élève américain de Bruce Lee à Seattle dans les années 60, rapportera « Bruce m'a confié qu'Ip Man le battait systématiquement au Chisao. Pas une ou deux fois, des centaines de fois. Il disait que le vieux maître pouvait sentir ce que tu allais faire avant même que tu ne le fasses toi-même. C'était comme combattre un fantôme qui connaissait déjà tous tes mouvements. » Mais quel était véritablement le secret de cette technique apparemment magique? Dans les carnets privés de Bruce Lee, conservés aujourd'hui par la Bruce Lee Foundation et datant de 1957-1958, on trouve des dessins obsessionnels de la main d'Ip Man, accompagnés de ces mots griffonnés rageusement: un doigt, un effondrement total, je n'y arrive toujours pas. Le byuji, ou doigt qui frappe, n'était pas conçu pour crever les yeux comme le pensent souvent les profanes. C'était une technique destinée à briser la structure corporelle de l'adversaire par une compréhension intime de la biomécanique humaine. Toucher le coude avec la pression et l'angle correct, et toute l'énergie du bras s'effondre instantanément. Le bras entier meurt, incapable de générer de la force. Presser le sternum ou le plexus solaire avec une force vectorielle précise, et la colonne vertébrale du combattant fléchit automatiquement, annulant toute capacité offensive. Ip Chun expliquera plus tard. Mon père disait: si je contrôle ton genou, ton coup de pied ne viendra jamais. C'est la même philosophie appliquée à chaque articulation. Contrôle l'origine du mouvement, et le mouvement lui-même devient impossible. Des années plus tard, lorsque Bruce Lee s'établira aux États-Unis et développera son propre système, le Jeet Kune Do, il conservera sur son bureau un petit mannequin en bois avec un seul doigt qui dépasse. Dan Inosanto, son élève le plus proche et confident, racontera: Bruce touchait souvent ce doigt en bois et murmurait: « C'est le vieux. » Toujours plus rapide que moi, la preuve ultime. La vidéo secrète de 1967. En 1967, Bruce Lee a 27 ans. Il commence à se faire un nom aux États-Unis, ayant déjà tourné quelques épisodes de séries télévisées. Il retourne brièvement à Hong Kong pour des démonstrations privées, et naturellement, il rend visite à son ancien maître. Ip Man a alors 74 ans. Son corps est ravagé par un cancer de la gorge qui le tuera 5 ans plus tard. Il pèse encore moins qu'auparavant, squelettique sous sa tunique. Pourtant, quand Bruce demande un dernier Chisao, Ip Man accepte avec ce même sourire énigmatique qu'il arborait 13 ans auparavant. Un élève nommé Chu Chongman filme la scène en format 8 mm, 42 secondes seulement, une séquence vue par une poignée de privilégiés avant d'être enfermés dans des coffres privés. Bruce attaque à pleine vitesse. Sidekicks explosifs, finger jabs foudroyants, crochets occidentaux. Il utilise tout son arsenal, toute l'expérience accumulée. Chaque coup est redirigé avec une facilité déconcertante par un simple doigt. À la 38e seconde de la vidéo, Ip Man effectue un mouvement si rapide qu'il est presque invisible. Un simple effleurement du doigt médium contre le plexus solaire de Bruce. Bruce Lee s'effondre à genoux, pas sous l'effet de la douleur, mais sous le choc de l'incrédulité totale. Il rit nerveusement, secoue la tête, puis s'incline profondément devant son maître. Les 5 grands maîtres qui visionnèrent cette vidéo, incluant Wong Chun Leong et Ted Wong, déclarèrent tous la même chose. Bruce ressemblait à un débutant. Dans une lettre jamais publiée de 1971, adressée à son ami proche James Yim Lee, Bruce écrira « Je croyais avoir dépassé le vieux, puis je suis retourné le voir en 67 et il m'a encore eu avec un seul doigt. J'ai réalisé que vitesse et puissance ne signifient rien sans racines profondes. Je cours encore après son ombre. » Cette lettre sera vendue aux enchères à Hong Kong en 2022 pour une somme astronomique. Ip Man décédera le 2 décembre 1972. Bruce Lee, en plein tournage de Opération Dragon, arrivera quelques heures trop tard pour lui dire adieu. Selon Ip Chun, Bruce s'agenouillera devant le corps de son maître et murmurera « Sifu, j'ai enfin compris le doigt ». 3 mois plus tard, le 20 juillet 1973, Bruce Lee s'effondrera et mourra mystérieusement à l'âge de 32 ans. Le dragon était parti. Mais le grand maître silencieux qui n'avait jamais tourné un seul film avait déjà gagné le seul combat qui comptait vraiment, celui de l'immortalité à travers ses disciples. L'héritage mortel d'Ip Man et la lignée du doigt. Qui était réellement Ip Man avant de devenir cette légende? Né le 1er octobre 1893 à Foshan, dans une famille possédant des boutiques de soie, des fours à porcelaine et des rues portant leur nom, il grandit dans un luxe aristocratique. À 6 ans,
Il commence l'apprentissage du Wing Chun avec Chan Hua-chun, un changeur d'argent massif qui enseigne discrètement à une poignée d'enfants privilégiés. De 1910 à 1949, Ip Man ne perd jamais un seul défi documenté. Entre 60 et plus de 300 combats clandestins sur les toits ou dans les ruelles, sans règles ni arbitre. Souvent avec des armes improvisées. Il casse des bras, des clavicules, des égaux. Mais il ne fanfaronne jamais. Les survivants disent simplement « Touche Ip Man et tu es déjà vaincu ». L'occupation japonaise en 1937 bouleverse tout. Refusant d'enseigner à la police collaborationniste, il fuit dans les montagnes, vit comme mineur de charbon tout en formant secrètement des résistants. Après la guerre, Foshan est en ruine. En 1949, avec l'arrivée des troupes communistes de Mao, il abandonne richesse, statut et famille pour monter dans un ferry vers Macao avec uniquement les vêtements qu'il porte. À Hong Kong en 1950, réfugié de 56 ans sans argent ni relation, Ip Man recommence de zéro. Il enseigne dans un appartement minuscule de 20 mètres carrés. Murs fissurés, une seule ampoule. Les élèves se souviennent qu'il mangeait du riz blanc avec de la sauce soja et enseignait jusqu'à 2 heures du matin. Il ne fixait jamais de tarif. Les élèves laissaient ce qu'ils pouvaient dans une boîte en bois. Quand la boîte était vide, Ip fumait simplement plus de cigarettes et continuait à enseigner. Son palmarès reste parfait jusqu'à la fin. En 1960, à 67 ans, un boxeur thaï de 30 ans le défie en full contact. Le combat dure 90 secondes. Ip passe à l'intérieur, bloque la jambe d'une main et presse 2 doigts sur le nerf péronnier. Le boxeur tombe violemment, hurlant de douleur, incapable de se relever pendant 10 minutes. Ip Man meurt le 2 décembre 1972 dans son petit appartement, sans argent. Il n'a jamais combattu dans un ring officiel, jamais gagné de trophée, jamais joué dans un film. Pourtant, toutes les grandes lignées Wing Chun actuelles, Wong Chun Long, Mo Yat, Victor Khan et bien sûr Bruce Lee, descendent directement de lui. Ses disciples ont ouvert des écoles dans plus de 60 pays. Les films avec Donnie Yen l'ont rendu mondialement célèbre longtemps après sa mort. Mais le vrai Ip Man n'a jamais cherché la gloire. Il a juste choisi de ne jamais perdre. À sa mort, il possédait 2 costumes, un mannequin en bois et un nom que personne n'a jamais sali. Conclusion, forte et mémorable. Au final, que nous enseigne cette histoire extraordinaire ? Que la vitesse brute et la puissance explosive, aussi impressionnantes soient-elles, ne suffisent jamais face à la maîtrise structurelle absolue. Qu'un vieil homme de 61 ans, pesant 54 kg et sirotant tranquillement son thé, peut neutraliser la force d'un futur champion du monde avec un simple doigt placé au millimètre près. Ip Man n'a jamais couru après la reconnaissance médiatique. Il n'a jamais tenté de monétiser son talent de manière excessive. Il est resté fidèle à l'essence du Wing Chun, économie de mouvement, efficacité maximale, humilité profonde. Pendant que Bruce Lee conquérait Hollywood et transformait les arts martiaux en phénomène de culture pop mondiale, Ip Man continuait d'enseigner dans son appartement exigu, fumant ses 60 cigarettes quotidiennes, acceptant ce que ses élèves pouvaient payer. Aujourd'hui, quand vous voyez un pratiquant de Wing Chun rediriger une force avec un mouvement apparemment minuscule, vous observez le fantôme d'Ip Man transmis de génération en génération. Cette technique du One Finger n'était pas de la magie, c'était de la science martiale pure, une compréhension biomécanique si raffinée qu'elle semblait défier les lois de la physique. Bruce Lee lui-même, malgré toute sa gloire posthume, n'a jamais prétendu avoir surpassé son maître dans ce domaine spécifique. Dans ses carnets privés, dans ses lettres confidentielles, dans ses moments de vulnérabilité avec ses plus proches disciples, il admettait toujours que le vieux maître restait inaccessible. Cette honnêteté intellectuelle, cette capacité à reconnaître une supériorité technique indiscutable, fait aussi partie de la grandeur de Bruce Lee. Alors, Ip Man mérite-t-il enfin le respect absolu qui lui était dû de son vivant ? Ou restera-t-il éternellement dans l'ombre médiatique de son élève le plus célèbre ? La réponse dépend de nous, de notre capacité à valoriser la substance sur le spectacle, la maîtrise silencieuse sur la démonstration flamboyante. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous vraiment qu'un seul doigt pouvait arrêter Bruce Lee, ou s'agit-il d'une exagération romantique d'une époque révolue ? Partagez votre avis dans les commentaires, et dites-nous si vous auriez osé défier Ip Man dans son dojo sur le toit. N'oubliez surtout pas de vous abonner à Expérience de vie pour ne manquer aucune de nos investigations sur les légendes martiales, les techniques secrètes et les confrontations historiques qui ont façonné le monde du combat. Laissez un like massif pour soutenir notre travail de recherche et de narration. Activez la cloche de notification car nous préparons déjà la prochaine histoire qui bouleversera tout ce que vous croyez savoir sur les arts martiaux.
Le voyage ne fait que commencer et les vérités les plus troublantes restent à découvrir.